Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre venue sur cette table ronde. Donc, il y a un nom assez long. Donc, Storytelling Brand Content. Quelle place à l'émotion pour le e-business? Donc, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui 3 intervenants que je vais laisser se présenter. Auriel. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Auriel, j'ai créé une marque de couettes en laine française l'année dernière sur e-commerce. Oui, bonjour, donc Roxane Fouquet, je suis directrice conseil au sein de l'agence de communication digitale Agoravita qui est basée à Toulouse et j'accompagne donc nos clients dans leur démarche de stratégie digitale pour notamment le e-business. Bonsoir à tous, donc je suis Cédric Laurent, le fondateur de la société Colibri Peinture. On fabrique et on distribue des peintures biosourcées en e-commerce mais aussi en retail. Merci. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Les définitions, parce qu'on parle de storytelling, on parle de brand content, d'émotion. Vous avez une définition, chacun, pour un des termes? Moi, j'ai réfléchi un peu au sujet quand j'ai lancé la marque et pour moi, il était important de communiquer et de créer du lien avec les consommateurs, les gens à qui j'allais m'adresser. Donc, brand content, storytelling, pour moi, c'est très très lié à la sincérité, à l'histoire qu'on raconte et aux valeurs de la marque qu'on a envie de mettre en avant et de créer du lien et de l'attachement avec la communauté. C'est effectivement de raconter une histoire de la marque pour qu'on puisse s'en rappeler. Donc en fait, essayer que ça suscite de l'attention, mais aussi de l'adhésion auprès du public et puis capter de l'attention justement pour convaincre et susciter une émotion. Alors moi, j'ai pas vraiment de définition, mais j'ai une histoire. Ah, c'est peut-être le plus important en fait. Peut-être. En tout cas, c'est mon histoire qui est devenue le storytelling de l'entreprise. Donc c'est une raison familiale qui a fait qu'on a créé l'entreprise. Et donc c'est naturellement devenu le storytelling. D'accord. Mais je vous raconterai ça après peut-être. Ah bah oui, avec plaisir. Ça nous intrigue. Ouais, c'est vrai, moi c'est pareil, quand je parle de sincérité, c'est finalement le pourquoi on a créé cette aventure entrepreneuriale et finalement son histoire, c'est la storytelling qu'on raconte tout le temps. Peut-être que vous pouvez nous détailler vos stories en fait. Vas-y. Ok, tout simplement, moi, il y a 6 ans, à la naissance de mon 3e enfant, qui s'appelle Gabin, qui a 6 ans aujourd'hui, on s'est posé la question de repeindre sa chambre. Et donc, on a cherché à un produit qui allait pas polluer l'air intérieur de sa chambre, et donc qui allait assainir l'air intérieur, et qui avait aussi des capacités professionnelles, des qualités professionnelles, puisque moi j'étais professionnel dans le bâtiment, je rénovais des logements, mais je savais combien ils polluaient aussi les logements. Les matériaux qu'on utilisait. Et donc, ne trouvant pas le produit dans le commerce, on a décidé de le créer. D'accord. Voilà, je dis on puisque c'était mon épouse et moi-même. Une aventure familiale. Une aventure familiale. Voilà, aujourd'hui, on est 11 et ça va assez vite. Ouais, c'est le 4e enfant de la famille. Exactement. Alors moi, c'est un peu la même histoire. Finalement, j'ai vécu d'abord 5 ans en Australie, il y a un peu plus de 15 ans. Et l'Australie, c'est le premier pays producteur de laine dans le monde. Et c'est là-bas que j'ai découvert ma couette en laine, dont je dis que j'ai eu un vrai coup de foudre. Et quand je suis rentrée en France il y a un peu plus de 10 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait très très peu de couettes en laine en France. C'est quasiment inexistant. Que plus de 80% de la laine était exportée en Asie pour revenir transformée. Donc très peu utilisée en France. Et que 75% des Français dormaient sous une couche de pétrole. Donc tout ça, je l'ai découvert au moment où j'ai voulu changer ma couette, 15 ans plus tard. J'ai fait tout ce constat et c'était un moment où j'avais envie de donner du sens à ma vie professionnelle. Et voilà, j'ai l'impression que tout s'est mis bout à bout et que j'ai pu lancer l'aventure de Loulaine. Ah bah super. Donc du coup, des expériences réussies pour l'instant. Est-ce que c'est un élément porteur dans le développement de votre activité, cette émotion et cette part personnelle que vous avez mis dedans? Je pense que oui, parce que je parlais tout à l'heure de sincérité. Je suis quelqu'un d'assez passionné et je suis une très mauvaise menteuse. Donc je suis obligée de raconter quelque chose qui me parle et qui est sincère et qui est vrai. Et ces émotions que moi je transmets en parlant de l'aventure et des couettes en laine, je pense que je les transmets assez bien parce que la communauté que j'ai aujourd'hui, elle est assez convaincue et crée des petits clusters à droite à gauche. Donc c'est plutôt encourageant en moins d'1 an en tout cas. Et Roxane, vous avez-vous un cas
dans l'e-business, de storytelling ou de brand content qui marche? Oui, alors moi, par exemple, en tant qu'expérience réussie, je serais d'avis aussi de prendre ma propre expérience personnelle en tant que déjà utilisatrice. Et c'est vrai que quand je repense à mes expériences les plus réussies, en fait, souvent, ça me ramène à des effets de surprise positive que j'ai eus. Et pour moi, c'est là où on rejoint la sincérité, l'authenticité. C'est aussi de se dire que là où, en fait, une marque, si elle arrive à susciter en moi cette surprise qui m'amène de la joie et de l'émotion, pour moi, c'est la plus grande des réussites. Et donc, dans le e-business, etc., particulièrement, j'apprécie de vivre des expériences de surprise. Donc, par exemple, quand je commande des paniers surprises, un peu, que ce soit alimentaires ou bien sinon des box de produits de bien-être, etc., et bien en fait, moi, mon achat, il va être un achat plaisir, surprise, et j'attends de la marque, justement, qu'elle puisse en fait, me proposer une bonne expérience. Voilà, avec peut-être dans le packaging, quand je le reçois, un petit mot en plus, voilà, qui va faire tout mon bonheur. Auriel, je crois que vous avez une petite attention particulière, vous, dans vos colis. Oui, c'est ça. J'ai lu quelque part que c'était important de créer l'effet waouh. Donc c'est ce que j'adore ressentir moi quand j'achète quelque chose en e-commerce et que j'ouvre mon paquet et que j'ai une agréable surprise. Donc moi, je mets un petit pchit de parfum sur les petites cartes que je mets à l'intérieur de mes colis. J'entoure le colis la couette d'un papier de soie de manière à ce qu'il y ait un effet de surprise aussi avant Le cadeau, voilà, le fameux effet cadeau. Après avoir ouvert le colis, il y a aussi le papier de soie enlevé. Et je mets un merci avec le prénom de la personne qui a acheté la couette, de manière à ce qu'il y ait un peu de personnalisation. Et j'espère que ça fait plaisir. On m'a dit que ça faisait plaisir. Et c'est vrai que dans la peinture, on peut mettre du sentiment comme ça, à faire déballer les pots ou des choses comme ça? Non, c'est plus compliqué? C'est plus compliqué. On arrive quand même à mettre des choses intéressantes, des inspirations. Enfin, c'est aussi ça notre métier. Hein. C'est pas que de proposer un produit qui va être un outil pour améliorer la qualité de l'air intérieur. C'est aussi d'être inspirant. Donc, on fait beaucoup de photos, etc. Mais je voulais rebondir sur le sujet c'est que un chef d'entreprise, il a souvent une problématique avec sa légitimité. Je réussis, ouais, mais est-ce que je suis vraiment à ma place, etc. Bon, moi, c'est pas mon premier coup d'entrepreneur. J'ai jamais ressenti autant de plaisir et autant de sincérité à faire ce que je fais aujourd'hui. Et comme par hasard, c'est très lié à ma vie privée que mon business réussit. Et donc, finalement, cette légitimité, on se pose moins la question. Donc, je crois vraiment qu'il y a un lien entre l'affect et le business. Et alors, je vais rebondir dessus. C'était pas une question qui était prévue, mais du coup, cet affect, est-ce que à terme, ça peut pas être un souci pour le développement de votre activité? Un frein? Un frein? Pas du tout, parce qu'en fait, vous allez, je parle pour mon cas, mener en fait toute l'entreprise vers cette sensibilité-là, vers cette histoire-là. Et du coup, quand vos collaborateurs connaissent le fond de l'histoire, souvent, ça crée une émulation hyper positive et au contraire un attachement à la marque, qui n'est pas que celle du client finalement, c'est aussi celle de nos collaborateurs. D'accord. Voilà. Oui, je crois qu'on s'attache autant à la marque et aux valeurs qui sont transmises qu'aux fondateurs souvent. Moi, j'ai comme modèle, en tout cas, Guillaume Gibaud du slip français, le classique. Il y a Thomas Hurier de 1083, ils sont très copains tous les deux. On voit qu'il y a des familiarités entre eux. Mais ce sont des repères intéressants et des gens qui sont extrêmement inspirants. Et on se rend compte que finalement, il y a et c'est là où il y a la brand content, il y a deux phénomènes qui se créent. On est attaché à la marque et on est attaché au personnage qui inspire. Et finalement, on suit ses aventures, on écoute ce qu'il dit, on écoute les marques qu'il aime aussi. Et finalement, ils ont un rôle d'influenceur très important. Et donc, aussi. du coup, vous êtes des influenceurs? Je pense qu'à terme, on peut, oui. Parce que si on a réussi à transmettre de la sincérité et de l'authenticité au départ, les gens nous feront confiance. C'est vrai qu'aussi, Ouais, c'est complètement vrai, mais toujours pareil, cette légitimité, elle vient avec le temps. Oui. Et on se met en scène. Moi, ça fait 3 ans qu'on a créé l'entreprise.
On est assez fiers de ce qui se passe. On a fabriqué plus de 50 tonnes de peinture. On a 11 collaborateurs. Et il est temps, finalement, entre guillemets, oui, de se mettre un peu en scène pour dire voilà ce que je fais, pourquoi je le fais. Et au départ, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais aujourd'hui, oui, c'est ça. Je pense que ça se fait sur le temps. Voilà, il faut avoir une certaine légitimité et puis il faut avoir, entre guillemets, un certain succès pour démontrer que ce qu'on fait, c'est juste, c'est sincère, c'est honnête, ça a du sens. Et du coup, ça crée un ensemble qui, finalement, pour moi, me permet d'être beaucoup plus engagé. Parce que nous, on est face à des pétrochimistes, on est face à une industrie très, très structurée, très lourde, difficile à faire bouger. Et du coup, la sincérité, l'authenticité, la qualité, tout ça, c'est des vrais sujets, des vrais problématiques. Alors, toutes les qualités que vous donnez là, quand on parle des influenceurs, est-ce que vous faites appel à des influenceurs autres que vous-même ou pas, Roxane, les influenceurs dans tout ça, quand on parle de légitimité, de vérité et tout ça, on peut se dire que ça sonne peut-être un peu faux par rapport à ce qu'on entend sur tout ce qui est les influenceurs et compagnie. Oui, il faut être vigilant, effectivement. Quand vous avez une marque et vous souhaitez faire peut-être appel à des influenceurs, il faut d'abord bien vérifier que les influenceurs soient en fait compatibles, je dirais, avec ce que vous représentez, vos valeurs. Donc il faut trouver des influenceurs qui aient une certaine affinité avec ce que vous représentez en tant que marque. Voilà. Et donc pour ça, il faut aussi vérifier leur communauté, même si ce ne sont pas forcément des grands influenceurs. Moi, je dirais que voilà, le conseil, c'est peut-être pas de se tourner vers les plus grands influenceurs, mais peut-être des influenceurs qui soient plus affinitaires, même avec une communauté plus petite, mais ce sera peut-être plus pertinent et plus cohérent. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On cherche forcément des influenceurs qui ont des communautés importantes, mais il faut que leur contenu soit en lien avec nos valeurs et notre cible. C'est rigolo, puisque moi j'ai 2 grandes filles, une de 19 ans et une de 14 ans, et ils me disaient récemment, il y a un tel des Marseillais, ils sont en train d'avoir des bébés, un bébé, il faut repeindre la chambre, vas-y, envoie-leur un pot de peinture. On l'a pas fait. Ah. Voilà. On l'a pas fait. Par contre, on a vu sur les réseaux sociaux d'autres influenceurs qui ont des communautés intéressantes, 150, 200 000 abonnés, très qualitatifs, très inspirants dans la déco, et c'est notre cible, et ça a matché tout de suite. Ils sont hyper fans de la marque, on a fait des choses ensemble, et voilà. Donc c'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que vous dites, c'est qu'il faut vraiment... c'est comme choisir un distributeur. Je vais pas aller chez certains distributeurs qui vendent que de la pétrochimie quand je défends une solution plus écologique. Voilà. Et par contre, il y a des réseaux de distribution qui sont tout à fait en phase avec nos valeurs. On va faire peut-être moins de volume, mais au moins on ne dévoie pas notre Donc c'est une cohérence, quoi. C'est une cohérence. C'est qualitatif et c'est une expérience humaine finalement, comme on l'a avec nos clients, avec nos consommateurs. L'expérience humaine, elle est aussi avec les influenceurs qu'on va choisir et qui vont nous représenter quelque part. Donc c'est important d'avoir de l'affinité. Ouais. Et ils sont devenus indispensables. On a beaucoup investi, nous, dans les RP. On se rend compte qu'il faut changer de braquet maintenant, parce que ces influenceurs-là ont une audience très bien ciblée, très qualitative quand ils font les choses correctement, et que les médias tradis, donc c'est ce que font les RP beaucoup, hein, c'est les journaux, les radios, les télés, etc., sont très utiles, mais on ne peut plus faire sans cette communauté d'influenceurs, vraiment. Et le mensonge dans tout ça, parce que jouer sur les émotions, parfois on peut être amené à embellir, à oublier, à arrondir un peu les angles. C'est des choses, ça arrive jamais. C'est le mensonge de l'entrepreneur. Pour améliorer l'histoire, quand on raconte une histoire. Pour améliorer le ils se marièrent, ils ont beaucoup d'enfants et vécurent heureux. Alors sincèrement, pas pour notre cas, mais je pense que forcément, à un moment donné, si vous avez du succès, ça peut dépasser un petit peu votre storytelling de base et pour essayer de raconter d'autres histoires. Oui, ça c'est pas vraiment du mensonge, je pense. C'est des histoires. Vous embellissez un peu plus ça ? Nous pas, parce qu'on essaye toujours, justement, on peut pas, par exemple, envoyer de la peinture à un influenceur et lui dire c'est la meilleure peinture du monde, elle sent rien, etc. On prend un risque fou si la promesse n'est pas tenue. 150 000 abonnés où on se fait dézinguer. Au moment de l'ouverture du pot. Pique, hein. Voilà, au moment de l'ouverture du pot. Voilà, donc je pense qu'il faut toujours être sincère, vraiment. Oui, voilà, c'est ça.
c'est le fil conducteur finalement des émotions qu'on veut transmettre dans le e-business. C'est la sincérité, l'authenticité et le mensonge. Dans la mesure du possible, non. Moi, quand je disais, je suis une très mauvaise menteuse, donc je peux pas. En revanche, quand on raconte notre histoire, forcément, on choisit nos mots, on la raccourcit de manière à ce que ce soit joli. Donc, elle est résumée et un petit peu embellie quand même. Compréhensible. C'est inévitable. Ouais. Alors, sur quelles émotions vous surfez? Alors, du coup, j'ai été regardé dans Wikipédia, quelle était la liste des émotions? On a la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, la surprise. Donc j'ai entendu le mot surprise, la joie. Nous, on a fait un choix dès le départ de ne pas jouer sur la peur. Parce qu'on aurait pu dire la pétrochimie, c'est dégueulasse, il y a des microplastiques partout dans les peintures. Nous, on ne le fait pas. Non. On préfère mettre en avant nos valeurs ajoutées et par définition, écarter celles qui le sont moins. Mais pas jouer sur la peur du tout. Au contraire, jouer sur l'inspiration, sur le bien-être, sur le bonheur d'être chez soi. C'est plutôt positif. C'est plutôt, ah oui, vraiment. Nous, on a un marketing qui est joyeux, qui est coloré, qui est positif, ouais, clairement. Oui, je pense qu'effectivement, le mieux, c'est de s'orienter vers l'émotion positive. Que l'émotion négative, c'est vrai que le mensonge, etc., ou la peur, c'est pas forcément quelque chose à conseiller. Au contraire. Voilà, puisque il faut penser aussi que, alors vous avez une histoire en tant qu'entrepreneur à raconter, mais il ne faut pas oublier qu'il faut aussi se tourner vers les consommateurs, les utilisateurs, les personnes qui ont vraiment besoin de ces produits ou qui ont un intérêt. Et pour ça, je rajouterais qu'effectivement, il faut aussi se tourner vers leurs émotions à eux. Et c'est pour ça que le conseil que je donnerais pour intégrer l'émotion dans le business, ce serait plutôt de faire déjà une démarche de réflexion sur qui sont vos consommateurs, votre public, une démarche de réflexion sur vos personas. Et puis après, travailler, si vous avez un site en ligne, sur justement le parcours et l'expérience utilisateur pour toujours optimiser et essayer de se dire comment je peux identifier des freins qui pourraient devenir une expérience désagréable, donc des émotions négatives, et puis pour éviter justement ces freins et par exemple, je ne sais pas, améliorer les frais de port, améliorer la création du compte, parce que si on demande trop de données, en fait, ça peut être un frein, les gens vont partir, ne vont pas finaliser leur vente, ils vont peut-être avoir une méfiance vis-à-vis de la marque. Voilà. Donc, pour moi, c'est essayer de déjà gommer les émotions négatives pour proposer toujours une expérience positive et un bon souvenir. Voilà, une bonne expérience. D'accord. Par quoi on peut commencer ? C'est quoi les 3 éléments ou 4 éléments ou 5 éléments importants pour commencer? On veut se lancer dans une activité, on a déjà une activité. Comment on veut faire un focus sur le storytelling, sur le brand content? Comment on veut utiliser les émotions comme un levier? Ça rejoint ce que vous disiez. Nous, on a été accéléré chez WeSprint en 2019 et donc ils nous ont assez bien aidés à structurer cette pensée, cette stratégie digitale. Et la première chose qu'on a fait, on a acheté 10 blocs de post-it et on a construit nos personas sur un mur. Et du coup, comment s'adresser à une personne qui a 60 ans, qui est cadre, on structure ça parce qu'on se dit notre cible doit être celle-ci. Ensuite, on lance son business et on analyse les datas. Et on fait beaucoup d'A/B testing, ce qu'on appelle l'A/B testing. On teste des images, on teste du texte, et après il faut analyser la data qui va derrière. Ça marche pas, ça marche, on accélère, ça marche pas, on essaye autre chose. Donc on peut pas dire qu'il y a 5 grandes règles ou 5 grands sujets. Il y a tellement de choses à tester quand on lance un e-commerce. C'est plus sur les tips. Donc vous êtes passé sur les personas et sur l'analyse de votre audience et la data, le test. Ouais, c'est ça. Moi, je suis partie sur le principe que la couette en laine, c'est un produit qui est absolument pas connu en France. Donc j'ai un énorme travail pédagogique à faire. Je dis que c'est une couette qui éveille les sens et les consciences. Donc dans l'éveil des sens,
j'avais envie de mettre en avant le plaisir qu'on a à se glisser sous la couette et le ressenti de sa légèreté, le plaisir de la voir parce que j'ai voulu qu'elle soit jolie, et l'éveil des consciences parce que je martèle en fait beaucoup le fait que 75% des Français dorment sous une couche de pétrole. Donc c'est un constat et finalement je me rends compte que je joue plus sur le dégoût. Mais n'empêche que ça interpelle et les gens me disent ah ouais c'est vrai j'y avais jamais pensé. Finalement j'ai pas l'impression que l'émotion soit si péjorative, enfin si négative par la suite parce que j'apporte beaucoup de douceur et de pédagogie de manière à amener vers l'envie de faire quelque chose de bien pour la planète et pour soi-même. Nous, on n'a pas choisi de travailler sur la peur parce que les images qu'interprète la peur sont vraiment pas belles. Et du coup, c'est vrai qu'on a aussi ce problème de pétrole dans notre marché, enfin concurrent, etc. Et tout de suite, quand on a voulu mettre en image, on s'est dit non, c'est pas possible. Le consommateur, il va recevoir ça, c'est catastrophique. Donc, on a tout de suite bien pris conscience de l'intérêt d'être positif, d'être coloré, d'être joyeux. Et voilà. Et ça se traduit comment cette mise en avant des sentiments, ou au moins ce surf sur les sentiments positifs dans la user journey, depuis à partir du moment où le client ou le prospect commence à connaître votre marque, navigue sur vos sites ou consulte vos contenus, commande, interagit, les SAV, les choses comme ça. Comment vous arrivez à garder toujours cet aspect, parce que ça pourrait être facile de dire sur le volet marketing, on oriente sur les sentiments et puis derrière, on est sur un SAV classique, c'est quoi votre problème, voici la résolution. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites au jour le jour qui font que finalement vous êtes dans la droite lignée de ce que dont vous faites la promotion? Oui. En fait, c'est vrai qu'il y a un choix de couleurs, un choix de typographie, toute la charte graphique au tout démarrage finalement amène vers les émotions qu'on a envie de créer. Pour moi, la couette en laine, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de serein, d'apaisant. Donc le parfum que j'ai choisi pour mettre sur les couettes, enfin sur la petite carte, il y a de la fleur d'oranger dedans, donc c'est plutôt apaisant, c'est plutôt ce qu'on utilise pour aller dormir. Les couleurs sont plutôt chaudes et douces. En revanche, j'ai mis aussi de la couleur sur le contour des couettes, donc j'avais envie quand même d'un peu de peps. Faut peut-être en montrer une. Je l'ai emmené, donc hop. Il y en a une qui a un peu de rouge, il y en a un autre qui a du jaune miel, la dernière c'est le bleu OVA. Donc j'avais envie d'un contour coloré de manière à faire envie. Et puis quand on achète la couette, en tout cas quand on la reçoit, voilà, il y a toutes les petites choses dont j'ai parlé tout à l'heure qui donnent cet effet waouh, ou en tout cas d'agréable surprise, de manière à vraiment aller jusqu'au bout de l'exercice et donner envie d'en parler, parce que c'est ça en fait aussi l'expérience client, c'est de se dire j'ai eu une belle expérience et je vais en parler pour donner aussi envie aux autres d'aller vivre la même expérience. Alors nous, dans notre marketing, on essaye d'avoir une approche assez soft. Donc déjà, ça correspond à nos valeurs. Et ensuite, on essaye d'amener nos clients à être un peu communautaires. C'est-à-dire de partager leur expérience. Et c'est en ça que ça devient un peu fun. J'ai repeint la chambre du petit, je le montre. Nous, on le reposte sur les réseaux sociaux. En 2 ans, on a à peu près 28 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Donc on a une communauté qui nous a choisis. On sait qu'on peut avoir des stratégies pour en avoir 300 000 en un an. Nous, on n'a pas joué ce jeu-là. Donc c'est en ça qu'on va apporter des choses supplémentaires pour amener de l'expérience client positive. On ne va pas les marteler en marketing derrière. Enfin, on va essayer d'être assez soft, mais continuer à les inspirer, à être présent sur les réseaux sociaux et à les mettre en valeur aussi. Quand ils acceptent de parler de nous, on fait un échange de bons procédés et ça crée du lien et on trouve ça assez sympa. Roxane, comment on fait quand un entrepreneur vient vous voir et vous dit je voudrais faire du storytelling, raconter une histoire, mais j'en ai pas? Alors, effectivement, un peu plus compliqué parce que déjà, je me dis, il y en a forcément une, voilà. Mais il faut la trouver, il ne faut pas l'inventer, hein. Il faut simplement creuser un petit peu, justement, sur l'histoire. Et puis, comme je le disais aussi, ça peut aussi être l'histoire des consommateurs aussi, du produit. Enfin, voilà, il peut y avoir plein d'histoires différentes. Et donc, c'est pour ça, c'est vrai que c'est aussi
rôle en tant qu'agence de pouvoir accompagner ces entrepreneurs qui n'ont peut-être pas effectivement la même histoire que Michel et Augustin, deux amis, Trebly-Lyon, voilà, on n'est pas tous... voilà. Mais effectivement, je pense qu'une agence peut les accompagner là-dessus et on ira creuser vraiment toujours en se disant à la base quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez amener enfin, quelle image vous voulez valoriser, parce que c'est ça, c'est aussi la construction de l'image de marque. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est pour moi un levier de fidélisation aussi. Et vous parliez tout à l'heure de communauté, mais c'est ça aussi, c'est de se dire qu'on peut... voilà, est-ce que c'est un levier d'acquisition? Pas forcément, mais plus justement sur de construire l'image dans le temps, de fidéliser les utilisateurs, les consommateurs, de leur donner envie de transmettre, de partager leur expérience, etc. Voilà, donc on travaillera en ce sens-là. Puis il y a aussi quelque chose d'un peu plus, j'allais dire philosophique, mais en fait, au bout d'1 an et demi, nous on a eu un fort succès et je me suis vite posé la question du après. Et donc, je trouvais du sens à mon storytelling, mais à un moment donné, il fallait aller plus loin que ça. Et bon, je me suis fait un peu aider, j'avoue. Mais du coup, on m'a poussé à répondre à un pourquoi et pas à un quoi. Ok ? Et donc, quand on pilote son entreprise, quand on s'adresse à nos clients sur un pourquoi, ça a beaucoup plus de sens que sur un quoi. Alors, je ne vais pas trop détailler parce qu'il faudrait longtemps, mais posez-vous la question du pourquoi et pas forcément du quoi. Oui, le storytelling, c'est surtout ça finalement. C'est pourquoi on se lance. On ne le sait pas forcément, on n'a pas forcément la possibilité de tout de suite mettre les mots dessus, mais c'est ça qu'on nous martèle. Moi, j'ai été accompagnée pendant 6 mois par un organisme qui s'appelle les Premières Occitanie, et c'est ce qu'ils nous ont martelé pendant 6 mois, c'est pourquoi. Qu'est-ce qu'on a dans le ventre qui fait qu'on a envie de se lancer et ouais, exactement. Et on le structure au fur et à mesure, et un jour, ça a du sens, où on arrive à les mettre les mots dessus, et c'est ça qui devient notre storytelling. C'est juste d'aller le chercher au fond de soi et trouver les mots, en fait. On disait il y a 15 ans en arrière qu'une entreprise, c'était d'abord un concept marketing. On est dans ça, en fait. Dans l'univers, en tout cas, oui, tout à fait. Mais des fois, ça ne marche pas, non? Ça vous est déjà arrivé face à des banquiers, des investisseurs, des fournisseurs, où l'histoire ne suffit pas, en fait? C'est peut-être pas le moment de parler de ça. Mais ça marche pas toujours, moi, forcément. Pas trop. Ah oui. Non, moi, pour l'instant, ça a marché, mais Bon, okay. Il y a bien un moment où ça va coincer. Je pose la question, après... Non, sinon on peut parler des expériences moins réussies ou même toujours, j'aime bien me mettre toujours à la place, moi qui suis utilisatrice aussi dans la vie quotidienne, j'ai expérimenté des expériences plutôt négatives d'achat en ligne, etc. J'ai essayé d'y repenser justement en préparant cette table ronde. Et finalement, là, l'expérience la plus récente, j'avais fait un achat de produits donc bio pour mes enfants sur Internet. Donc tout un carton livré chez moi, etc. Et donc je devais être chez moi le jour pour le recevoir. En l'occurrence, je suis restée à guetter toute la journée le colis de mes achats. Et puis à un moment donné, je vois un SMS ou un mail qui me dit voilà, votre livraison a été faite. J'espère que vous êtes contente. Non, j'ai rien reçu. Voilà, donc grosse déception. Et en fin de compte, mon colis avait été volé, je pense, par le livreur. Je ne sais pas, classique. Voilà. Et en fait, j'aurais pu en rester là, être déçue parce que j'avais attendu ma commande, etc. Mais finalement, tout de suite, je les ai appelés. Et ils m'ont pris en charge extraordinairement... c'était magique parce qu'ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un mail, comme quoi vous n'avez pas reçu la livraison, et puis vous nous dites, est-ce que vous voulez recevoir à nouveau votre commande ou pas et voilà. Et le lendemain, c'était réglé. Et ça m'a vraiment balayé toute mon expérience négative que j'avais eue de cette petite frustration de ne pas avoir eu mon colis, mais de me dire, ah là là, en fait, derrière, le service, ils ont assuré. Et en fait, oui, je recommanderais chez eux sans aucun problème. Peut-être que la livraison, je vais la changer.
je vais me mettre en point relais, mais c'est tout. Voilà, ça m'a confortée dans la marque que j'avais choisie, comme quoi je pouvais aussi être rassurée. Et voilà, c'est des émotions aussi qui permettent, quand on a une bonne expérience, d'être rassuré en tant que consommateur. Très important. Bon, et la data, est-ce que c'est un levier opposé, c'est complémentaire? Alors moi j'ai découvert un terme en préparant. Peut-être que tu peux nous en parler. Le fil data. Ah, le fil data, voilà. Ouais, en fait, on essaye d'associer En fait, il y a des algorithmes maintenant, selon le comportement qu'on peut avoir sur Internet, qui permettent de détecter les émotions qu'on peut avoir selon la manière dont on va acheter ou dont on surfe sur Internet, et notamment sur Facebook, qui permettent d'analyser et de nous amener vers des marques ou vers des sites qui permettraient de nous donner ces émotions à la suite. En tout cas, c'est intéressant comme concept. Et pour moi, effectivement, la data, c'est vraiment à combiner. Voilà, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, je pense qu'on met en place une stratégie et derrière, la data permet justement de mesurer un peu le retour de la stratégie, etc. Et donc, c'est vraiment à combiner, et puis toujours en mode test and learn, etc. Donc, pour moi, c'est indispensable d'associer la data. Je suis bien d'accord avec ça. Pas mieux. On travaille beaucoup à l'optimisation de cette data. Ceci étant dit, ça n'enlève en rien l'expérience client. Il faut être présent auprès de nos clients. Il faut les rencontrer, il faut les enquêter, parce que la data, elle ne dit pas tout. Ça peut faire peur aussi. Récemment, on a dû mettre des alerteurs de cookies qui nous ont fait perdre toute notre audience. On fait quoi face à ça? Si la communauté, elle est là, si les gens sont informés de l'existence de notre marque et de la qualité du produit, théoriquement, c'est pas parce que Google change son algorithme que notre business il s'effondre. Voilà, et c'est le cas chez nous. Donc, on mise pas tout sur la data. Et je pense qu'il y a aussi si les plus grands comme Amazon font aussi des shops, c'est pas pour rien. C'est qu'ils se rendent compte aussi que le tout digital, ça fonctionne pas, et qu'il faut aussi être présent vers les clients, et que à un moment donné, le retail, même si c'est très ancestral, c'est toujours très très performant. Donc la data, c'est bien, mais ça a ses limites. Et est-ce que le brand content, en fait, fait travailler sur la confiance, finalement? Parce que ce que vous exprimez, c'est que finalement, quelle que soit la manière dont vous communiquez vos produits, le fait que vous ayez une histoire, un fond et une promesse rendue, ça enrichit pas la confiance des consommateurs vis-à-vis de vos produits et de vos services? Oui, c'est sûr que le multicanal dans la communication, c'est hyper important. Moi, je vais témoigner. J'ai regardé, en regardant la télé la semaine dernière, j'ai vu une pub qui m'a subjugué. Je me suis dit, si un jour on sait faire ça, on est très fort. Une pub de Levi's, qui pourtant vend du jean à gogo et c'est pas super écolo, a réussi à me convaincre que finalement leur démarche elle allait l'être. Et vraiment, je sais pas si vous l'avez pu la voir cette pub, mais ça s'adresse vraiment à la nouvelle génération. Il y a tous les codes, l'anti-gaspillage, le fait de ne pas en acheter 10 et d'en acheter juste un, et d'acheter du coup de la qualité. Et donc ils ramènent toutes leurs valeurs. C'est des produits de qualité, c'est des produits qu'il faut... voilà, je trouve ça fabuleux, et c'est vraiment un exemple à prendre. Donc pour moi, le brand content, ils ne font pas forcément que du digital, eux, hein, clairement. Donc voilà, ils savent même à la télé, du coup, faire la boucle de plein de sujets. Bon, on voit bien dans les publicités d'ailleurs qu'il y a à la télé, que ce soit Intermarché ou Levi's ou France 3, ils font des pubs. Quand on regardait les Jeux Olympiques, c'était pareil. Ils transmettent des émotions, ils racontent des histoires autour des émotions qu'on peut ressentir dans le sport, dans la vie au quotidien, dans l'expérience quand on va faire nos courses. Enfin, c'est assez incroyable de voir qu'ils vendent plus un produit, ils vendent des émotions, et ça se voit énormément, et de plus en plus, je trouve, dans les publicités à la télé. Ouais, ça a commencé il y a une dizaine d'années. On a commencé à avoir beaucoup d'enfants dans tout. Les voitures, c'est des enfants qui conduisaient les bagnoles. Enfin bref, c'est l'enfant qui choisissait tout. Et aujourd'hui, c'est l'émotion qui dirige tout. Ouais. Alors, pour le coup, le mensonge, là, on peut en parler. Ouais. Et en termes de moyens, comment vous la mettez en musique, votre émotion? Un financier ?
en moyen matériel et physique, c'est-à-dire vous faites des vidéos de vous-même, vous interviewant vous-même, vous signez tous les mails avec votre prénom, vous mettez en scène une personne qui est vous-même. Un peu de tout ça, ouais. Un peu de tout ça, oui. On a commencé à déjà produire toutes nos images. Donc c'est important de ne pas aller acheter des images, surtout quand on inspire de la déco. Donc du coup, là maintenant, on fait vraiment ça. Tous les mois, on fabrique de l'image. On travaille très régulièrement avec une vidéaste. Récemment, on espère que Brut viendra nous voir un jour, mais en tout cas, on a fait un format un peu type Brut pour passer un nouveau message anti-gaspillage. On a lancé un nouveau service qui permet d'acheter la peinture au mètre carré et plus au litre, donc d'arrêter de gaspiller la peinture au fond du garage. Quand on en a besoin, on achète la juste quantité. Et du coup, on a commencé à mettre en place des supports où effectivement, je me mets plus en scène parce que je me sens aussi plus légitime, prêt à affronter ma concurrence rude et à dire qu'on a une prise de parole et que je suis engagé et que j'assume cet engagement-là. Donc, il y a ça. Et puis, on a aussi une agence de relations presse, Oxygène, qui nous aide tous les mois à communiquer auprès des médias, radio, télé, journaux, etc. Une équipe en interne où on a un community manager, un développeur informatique et un spécialiste SEO, c'est hyper important. On a une agence qui gère tous nos budgets SIA, Google, Facebook, Insta, TikTok, YouTube, etc. Et j'ai fait le tour, c'est déjà pas mal. Un peu de tuto ou pas? Un peu de tuto, oui, ouais. On a fait des beaux tutos d'ailleurs, je vous invite à aller les voir. Maintenant, vous pouvez peindre comme un pro seul. Sans que ça déborde, sans que ça déborde, même les angles. Il y a même un tuto spécial pour faire les angles comme un pro. Moi, je suis beaucoup plus bébé dans l'avancement de mon entreprise. Elle a moins d'un an, donc il y a encore des choses qui sont assez amateurs. Mais néanmoins, c'est vrai que de temps en temps, je me mets en avant pour pas oublier qu'il y a quelqu'un derrière la marque et qu'on grandit et que c'est important de montrer que l'aventure de la marque, c'est aussi une aventure entrepreneuriale. Donc je mets aussi ça en avant sur LinkedIn notamment. Je travaille aussi avec un vidéaste pour lier et donner un peu de vie à ce qu'on fait. Il y a le côté équipe aussi que j'ai envie de mettre en avant, qui est derrière la marque en dehors de moi. Il y a aussi, on est 3, c'est pas beaucoup, mais malgré tout, c'est important de montrer qu'il y a des gens, qu'il y a une équipe et qu'on est des êtres humains avec des émotions et qu'on a envie de faire les choses bien. Alors, Roxane, il y a des outils ou des médias qui sont à privilégier dans ce genre de cas? Oui, moi je conseillerais d'animer un blog, mais interne, c'est-à-dire comme un média de marque au sein de son site internet. Parce que ça va parler à la fois aux utilisateurs, parce qu'au sein du blog où vous rédigez des contenus sur, par exemple, des conseils d'experts sur la peinture, sur comment peindre, etc., mais aussi pour le référencement naturel, ce sera un double gain. Voilà. Donc c'est un outil à privilégier à réaliser, quoi. Voilà. Après, j'oubliais aussi dans toute cette organisation qu'il y a aussi un back-office et que quand les gens les appellent, ils sont bien accueillis. On répond rapidement à leurs problématiques. Quand il y a un sinistre, on va d'abord résoudre le sinistre et après appeler le transporteur. Voilà, il y a vraiment aussi ce lien au client en direct. Hein. Ça, c'est important. Il n'y a pas que la partie digitale. Il y a des gens qui préparent des commandes aussi. Et on vous reconnaît dans la rue? Pas encore. Pas encore? Parce que à l'Union, on commence à devenir une star ou pas? A priori, oui. Les deux personnes ici présentes connaissent le magasin et la marque parce qu'ils passent devant tous les matins. Voilà. L'enseigne, avec l'image assez grande, on ne peut pas la rater. Donc déjà, c'est un bon point. On vous identifie. Et c'est ça aussi, quand on parle de storytelling, etc., c'est aussi interpeller et essayer d'attirer l'attention. Et ça passe dans tous les domaines, même sur l'enseigne, effectivement. Et donc tout à l'heure, on parlait du slip français, mais pour les autres, vos références dans cet art de maîtriser les sentiments, le storytelling, le brand content, si vous deviez en citer un ou deux? En fait, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Et donc, je m'inspire pas trop. Ah. Mais effectivement, j'entends beaucoup parler des inspirations du slip français, des boissons innocents, des choses hyper inspirantes comme ça. Les petits bidons,
que on trouve que la marque est très sympa. Ils ont une façon de communiquer qui est très cool. Voilà, non, je suis désolé, j'ai pas de. C'est déjà pas mal. Roxane? Oui, il y a quelques marques dans la mode notamment. Par exemple, Make Me Lemonade, Cézanne, voilà, quelques marques comme ça. Oui. Ah. Voilà. Mais non, mais c'est vrai, qui sont incarnées justement par l'entrepreneuse notamment et qui donne beaucoup de sa personne, on peut dire. Voilà, des choses comme ça. Et après, il y a des grandes marques qu'on ne cite plus qui sont des références, effectivement, en storytelling, voilà, que ce soit Red Bull, etc. Mais bon, ça. Oui, après, il y a les. Finalement, je me rends compte que quand on a décidé de créer une marque qui a du sens et de vouloir faire les choses bien de bout en bout, on est inspiré par toutes ces marques, par tous ces entrepreneurs qui ont 10-15 ans d'expérience et donc on fait les choses avant nous et du coup on va chercher des idées à droite à gauche pour se construire en tant que tel. L'idée c'est pas de copier bien évidemment, mais en tout cas pour construire notre propre ADN et on va quand même s'inspirer, moi je trouve, vers des marques qui font les choses bien. Et le storytelling, plus important que le produit ou pas? Jamais. Non, jamais. Non, Jamais. vraiment pas. Non, il faut qu'à la base, le produit... Et voilà, il faut que quand il y a l'expérience produit, à un moment donné, la promesse soit tenue. Hein. Donc, non, d'abord le produit et ensuite, on met une histoire autour. Oui, moi je peux pas dire que ma couette est légère si au ressenti, les gens ils me disent j'ai l'impression d'avoir 10 kilos sur moi. Donc non. Donc quelqu'un qui voudrait commencer doit quand même travailler sur son offre. Oui. C'est sûr, parce qu'en fait, le storytelling, c'est vraiment pour mettre en avant ce produit. Donc, à la base, il faut qu'il y ait un produit qui réponde à une demande et qui soit intéressant. Authentique et sincère. C'est quand même les maîtres mots. C'est une bonne phrase. On va peut-être prendre quelques questions, à moins que vous ayez autre chose à ajouter. Une petite question? Alors, je vais répéter la question pour que tout le monde l'entende. Comment vous vous assurez d'une continuité de ce storytelling par rapport à vos revendeurs ou intermédiaires qui pourraient distribuer vos produits? Déjà, pour les séduire, c'est-à-dire pour leur donner envie de distribuer notre produit, dans notre démarche prospective, on va leur raconter notre storytelling, comme on le fait sur le digital. Voilà. Donc c'est un appui commercial réel et continu. Ouais, moi c'est pareil en fait. Je distribue sur mon site internet, mais j'essaye aussi de développer des points de vente en France de manière à ce que les gens puissent voir physiquement le produit. Et c'est vrai que je cherche des gens qui vont partager mes valeurs ou en tout cas qui vont vouloir, qui auront envie de mettre en avant un produit un peu différent et à qui je vais avoir des affinités, avec qui je vais avoir des affinités, à qui ça va vraiment parler, pas un simple magasin qui saura vendre tout et n'importe quoi. Il faut qu'il y ait des valeurs communes et l'envie de faire la promotion du produit, d'être convaincu soi-même. En revanche, dans votre question, il était dit mais comment eux font-ils pour le retranscrire? Voilà. C'est à nous de leur donner les outils marketing pour le faire. Donc la PLV, les supports, le design d'une tête de gondole par exemple, ou d'un meuble qu'on va installer pour présenter nos produits. Donc ça nécessite des moyens auxquels on ne pense pas quand on est 100% digital. Quand on s'intéresse à la partie retail, c'est encore un autre axe de développement qui demande une vraie stratégie, des équipes un peu différentes, parce que quand le retail discute avec le digital, ça se comprend pas toujours. Et ensuite, effectivement, des investissements un peu lourds. Quand vous allez signer avec une chaîne de distribution, il faut les équiper et tout de suite, ça chiffre. Donc voilà, il y a vraiment besoin d'outils marketing pour que le vendeur, qui est souvent un salarié, qui est dans le rayon peinture par exemple, puisse expliquer pourquoi on a mis cette enseigne, quelles sont leurs valeurs, quelle est la valeur ajoutée du produit, et assez facilement. Donc même s'il ne se rappelle pas,
En fait, on lui mâche un peu le travail par le marketing qu'on a sur les PLV. Moi, j'ai créé un petit argumentaire, en fait, des questions-réponses auxquelles ils seront de toute façon confrontés à un moment donné. Et du coup, ça leur a... En tout cas, ils m'ont dit que... Je suis dans un magasin déjà à Toulouse et ils m'ont dit que ça les avait bien aidés pour faire des formations en interne et réussir à avoir les arguments pour mettre en avant le produit. Ça répond à votre question. Bon. Une autre question? Peut-être sur le chat? Ah, pardon. Le storytelling, est-ce que vous faites global ou sur chaque réseau social en fait? Parce que c'est adapté à la cible en fait. Alors, je vais répéter la question. Au niveau storytelling, est-ce que vous faites quelque chose de global ou est-ce que vous utilisez les différents canaux qui existent ou cibles que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux par exemple? Clairement non. Le storytelling, il raconte le pourquoi de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise. Et ensuite, cette valeur-là devient ce qu'on appelle une marque ombrelle qui va peut-être après abriter d'autres produits, d'autres marques. Mais le storytelling, il raconte l'histoire de l'entreprise et du pourquoi de l'entreprise. Donc, c'est toujours le socle de chaque cible, pour chaque cible. Ouais, c'est ça, le storytelling, c'est l'ADN de notre aventure, c'est l'ADN de notre marque. Donc, il n'y en a que un. Après, par contre, la manière dont on s'adresse à nos différentes cibles, c'est de la vente, entre guillemets. Donc, moi, j'ai une cible, par exemple, pour la couette, où je vais avoir 2 cibles essentielles qui vont être les 50 ans et plus, parce que c'est l'âge où on a un peu plus d'argent et on a envie de plus en plus de confort. Donc, c'est le centre de ma cible, donc je vais leur parler d'une certaine façon. Après, il peut y avoir aussi des jeunes parents qui s'installent, qui achètent leur premier bien et qui vont coucouner leur intérieur. Et donc ça, c'est une autre cible. Il va falloir que j'ai un autre discours. Mais storytelling, c'est le pourquoi et il y en a qu'une. Non, un seul pourquoi, mais plusieurs moyens d'expliquer le pourquoi. Exactement. C'est bon? Une autre question? Bon. Je pense qu'on peut peut-être clôturer. Un mot de la fin? C'était pas dans les questions, celle-là. Non, un dernier conseil à donner. Très très belle aventure. Je conseille à tous ceux qui ont des hésitations et envie de se lancer à se faire accompagner. J'ai déjà dit en fait sur une petite vidéo d'ailleurs sur Instagram, se faire accompagner, pas hésiter à modifier le projet qu'on a parce que parfois on va se heurter à des freins qui sont trop importants, donc revenir un peu en arrière, modifier un peu, parfois ça peut débloquer et continuer à avancer, et puis surtout croire en soi et se dire que c'est une très belle aventure et qu'on va vraiment s'éclater. Merci. Oui, c'est vrai que ça rejoint un petit peu ce que vous dites. Déjà, moi aussi, mon maître mot, c'était authenticité. Et aussi, donc, rester authentique et n'hésitez pas à vous faire accompagner, justement, parce que ça nécessite beaucoup de temps, de réflexion, de moyens à mettre en œuvre, etc. Et qu'il ne faut pas hésiter, justement, de temps en temps, à se faire accompagner. C'est important. Voilà. Moi, je dirais que le e-commerce, qui n'était pas du tout ma formation, m'a révélé quelque chose d'hyper fun. Du coup, toutes ces émotions peuvent être transcrites. On n'a pas besoin d'autant de moyens que dans le marketing classique. Donc, on peut lancer des idées un peu folles. Les réseaux sociaux vont beaucoup nous aider, mais le brain, comment vous dites content va permettre d'avoir une stratégie très complète. Et du coup, les émotions sont vraiment, pour moi, aujourd'hui, le cœur de l'entrepreneuriat. Faut vraiment remettre des valeurs au sens dans le business, que ce soit dans le e-commerce ou dans le marketing, dans le retail. Donc, la thématique d'aujourd'hui, pour moi, ça fait vraiment sens dans l'avenir du commerce et du e-commerce. Mais voilà, on voit bien que les stratégies de com d'il y a 15 ans ou d'il y a 20 ans, la répétition et tout ça, j'ai l'impression que c'est un peu désuet. Voilà. La nouvelle génération. Alors, la nouvelle génération, j'ai 48 ans, donc voilà, mais on peut changer. On vit avec son temps, et c'est ce que vous disiez, c'est fun, quoi. Donc, on vit une expérience professionnelle. J'ai créé d'autres entreprises avec des médias beaucoup plus traditionnels, dans des environnements. Je ne me suis pas autant éclaté. Voilà.